partie pour faire la mise au point. Le focuseur, c'est la partie qui fait la mise au point du télescope, comme avec une paire de jumelles. Vous voyez que le télescope a été très vite en position, le dôme a suivi. Vous voyez le gros contrepoids ici qui est pointé vers nous. Alors maintenant, pour ne pas foirer les observations, je vais... Ah oui, j'avais oublié de mettre le son. Désolé. Je vais éteindre la lumière dans le dôme. Hop, voilà. Vous voyez que c'est instantané. Et on va aller contrôler ce qui se passe au niveau de l'écran de contrôle. Je vais d'ailleurs maintenant fermer la caméra parce que ça nous prend de la bande passante. Il n'y a plus grand chose à voir, comme vous voyez, c'est tout dans le noir. Vous voyez le temps universel ici. Et cette caméra, je peux la bouger en fait pour pouvoir regarder les différents endroits dans le dôme. Et on en a plusieurs qui nous permettent de voir tout ce qu'il faut. Alors, je vais fermer la caméra et je vais te rééjecter, Youssef. OK. Donc, il est en train de acquérir la première image. OK. Donc ici, je me connecte au travers du VPN de l'Université de Liège. Donc là, la connexion sécurisée que toute l'équipe utilise, que Youssef qui soit au Maroc, Khalid qui soit Youssef pardon, qui soit au Chili, Khalid qui soit au Maroc. Alors voilà, le télescope a déjà commencé la première pause. Donc je vais bouger le plan d'observation. Vous voyez ici que alors je vais remettre le hour angle. Ouais, dans une heure, le télescope fera son flip, c'est très bien. Alors ici, dans le panel à droite, vous voyez le temps qui s'égrène. Donc vous voyez que j'ai mis une pause de 90 secondes, que nous sommes à 61 secondes. Vous voyez le temps qui décompte. Et on va voir arriver la première image. Alors on ne va pas regarder la première image parce qu'elle va être contaminée par la webcam. On va attendre la seconde image. Alors, il faut savoir aussi que le télescope réalise toute une série d'opérations qui sont, je vais dire, transparentes pour nous. Il est programmé notamment pour, en début d'exposition, normalement faire son autofocus, donc vérifier la position du foyer pour avoir les meilleures images possibles. Ici, je l'ai désactivé en mettant le focus habituel de début de nuit pour ne pas que ça prenne trop de temps, mais en réalité, ça prend juste 5 minutes. Deuxième chose qu'il fait, il va pointer le champ, faire ce qu'on appelle l'astrométrie du champ, donc calculer la position du télescope et vérifier, grâce à toutes les étoiles qui sont dans son champ d'observation, où le télescope pointe, donc où il est en train de regarder. Et puis, il va recentrer parfaitement sur la cible qu'on veut. Alors ici, ensuite, il va démarrer l'observation, il va tourner les filtres. Ici, il a positionné un filtre spécial qu'on appelle filtre EXO, qu'on utilise souvent pour les exoplanètes faibles ou les objets faibles, qui est un filtre qui est en gros, laisse passer quasi toute la lumière visible, sauf le bleu. Alors là, vous voyez Slave pour le dôme, c'est la boîte de contrôle du dôme et que le dôme est ouvert. Je vais fermer cette petite fenêtre. Ici, on a une petite fenêtre avec la mise au point, donc c'est la position du foyer du télescope. On va voir la seconde image qui arrive. Et on pourra regarder. Alors, comme je vous l'ai expliqué, le fond de l'image va être assez lumineux parce que ce soir, le Near Earth astéroïde a la mauvaise idée de passer à proximité de la Lune, dans le ciel. Alors, ce Near Earth astéroïde, je vais vous en parler bientôt, il n'est pas à la distance de la Lune. Il est à peu près 10 fois plus loin que la Lune. Donc, il n'y a aucun danger pour cette nuit, rassurez-vous. Mais, angulairement, il est en train de passer pas très loin de la Lune. Or, la Lune, vraiment, comme je vous l'ai dit, elle rend le ciel très lumineux. Je vais donc devoir un petit peu jouer avec l'image et j'espère qu'on arrivera à voir, malgré la luminosité de la Lune, l'astéroïde. Alors ici, je vais aller chercher dans mon directory, sur l'ordinateur, où sont les images. Vous voyez qu'il y a déjà 2 images ici qui ont été prises. Je vais ouvrir l'image, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Alors là, on a une connexion qui n'est pas trop mauvaise, donc c'est bien. Je vais agrandir l'image à 50%. Alors, vous voyez malheureusement ce que je vous ai dit. On voit ici un gradient important dans l'image de la lumière de la Lune.
vous voyez dans cette image donc aussi des traits dans l'image qui sont en fait les étoiles. Alors les étoiles, elles sont allongées. Pourquoi? Parce que le télescope a ajusté sa vitesse sur la vitesse de l'astéroïde et non sur la vitesse des étoiles. Donc vous voyez que les étoiles ne sont pas des petits points comme c'est d'habitude, mais sont des petits tirets parce qu'en 90 secondes, l'astéroïde a bougé pas mal. Et alors là, je vois l'astéroïde. Je vais encore zoomer. C'est très bien. Il est bien là. Il se déplace à peu près à 12 km par seconde dans l'espace. Et il s'éloigne en fait de la Terre. Il est passé au plus proche de la Terre il y a 3 jours. Il allait vraiment très très vite. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais alors vous avez des choses tout à fait horribles dans l'image qui sont toutes ces taches noires, d'accord, des sortes de donuts. Ce sont en fait les poussières, mais ce sont des micro-poussières. Hein. D'habitude on n'en voit que 3. Là on en voit beaucoup plus. Ce sont des micro-poussières qui sont illuminées par la Lune. Vous voyez cette lumière de la Lune. Mais alors surtout la chose qu'il faut voir, voilà, c'est ici au centre de l'image, le petit point lumineux. Je vais encore grandir l'image. Alors ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est un petit peu lent pour faire le display. Le petit point au centre de l'image, c'est notre fameux astéroïde géocroiseur. Et vous voyez que TRAPPIST suit parfaitement la vitesse de l'astéroïde. Voilà, il est là, ici, tout petit. En fait, il fait à peu près 200 mètres de diamètre. Il est à peu près à 10 fois la distance de la Lune. Et si jamais il tombait sur la Terre, il ferait un cratère à peu près 30 fois plus grand que sa taille. Donc 200 mètres x 30, ça ferait un cratère d'à peu près 6-7 km à la surface de la Terre. Ce serait déjà une énorme catastrophe pour un continent, typiquement. Heureusement, comme je l'ai dit, il est très loin et il ne pose aucun danger pour la planète. Je vais ajuster un petit peu le fond. Je me suis trompé, je n'ai pas été dans le bon sens. Pour un petit peu noircir l'image. Vous voyez, c'est un petit peu lent le rafraîchissement. Pendant ce temps-là, le télescope continue à prendre des images. On a observé cet astéroïde également hier soir. Et Marin, qui est vraiment un spécialiste de ce travail, a réalisé de très belles images que je vais vous montrer, une très belle animation. Alors, vous voyez, là, on voit bien mieux l'astéroïde ici, au centre de l'image. On va mesurer avec la target ici que j'amène, d'ailleurs, que je vais ajuster. Hop, ici, on va mesurer ce qu'on appelle la PSF, donc l'étalement de l'astéroïde qui fait 2,3 arcs secondes. C'est tout à fait normal. On mesure en gros le signe extérieur plus un petit peu le focus du télescope. Vous voyez que les images continuent à s'accumuler. Alors, je vais faire maintenant une observation qui va vous montrer que si le télescope ne suit pas l'astéroïde, l'astéroïde ne va pas apparaître comme un petit point lumineux, mais va apparaître comme autre chose. Je vous laisse deviner. Donc là, je vais interrompre l'observation, ici, en faisant abort. Je vais aller chercher un autre plan, qui est celui-ci, qui est celui où on ne met pas le track on, track off. Et donc, là, le télescope va fonctionner dans son mode d'observation normal, qui est évidemment en suivi des étoiles. Et on va voir si on arrive encore à détecter notre astéroïde géocroiseur. Alors Youssef, tu vois, tout à l'heure, il n'a pas démarré parce que j'avais mis 22 heures, je pense. Non, le temps, c'était bien. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas démarré. C'était 22h55. Oui. Alors, là, on est parti. Je vais enlever cette image qui est un petit peu grosse. Hop. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo. Alors, on a aussi le panel de la station météo. Alors, vous voyez, ça, c'est extrêmement typique. Vous avez vu, en début de soirée, en début de nuit, on a l'humidité qui monte un peu. Et puis, vous voyez la courbe bleue qui est en train de chuter. Et ici, vous avez deux courbes intéressantes. C'est le point de rosée et la température ambiante. Ce n'est pas bon quand ils se rapprochent. C'est le moment où on peut avoir la condensation et la formation, évidemment, d'eau sur les télescopes, ce que les astronomes amateurs connaissent bien en Belgique, malheureusement.
Il faut savoir que TRAPPIST, on ne l'utilise jamais en conditions d'humidité plus haute que 80%. On s'arrête à 80% et on n'observe jamais quand le point de rosée est atteint pour éviter le dépôt d'humidité sur l'optique, sur les instruments, sur la caméra CCD. Donc voilà ici, à gauche, on voit ce qui se passe. Le télescope est en train de changer de filtre. Il va mettre le filtre R. Ah ben c'est déjà fait, il a été plus vite que moi. Il a remis déjà le EXO, donc il a refait une image du champ. Maintenant, il a redémarré une exposition de 90 secondes. Et donc, comme je le disais, ça c'est typique. On a le vent qui se met à souffler dans la bonne direction, qui nous amène de l'air sec. Et on va donc avoir pour une descente progressive jusqu'en fin de nuit de l'humidité. Alors là, je vois qu'on est par contre un tout petit peu limite au niveau des nuages. Je pense que comme la température ambiante est quand même assez élevée et que j'ai vu un petit peu de brume, on flirte un tout petit peu avec notre limite infrarouge pour fermer le dôme. Alors ce que je vais faire, uniquement parce que c'est pour vous, je vais aller modifier un tout petit peu les conditions ici pour accepter les observations. Alors je dois faire gaffe de ne pas aller dans le mauvais sens, sinon le télescope va se fermer, le dôme va se fermer, donc là je vais lui mettre -9 et je reviendrai tout à l'heure. Alors c'est la température du ciel, il faut savoir que plus il y a des nuages, plus la température du ciel va être élevée, parce que c'est bien connu, c'est un peu comme l'effet de serre, ça fait que les rayons infrarouges restent enfermés. OK, et la petite ligne rouge va descendre, voilà, donc je ferme ceci. Là, ça c'est un petit bidouillage que généralement on ne fait pas, évidemment, pour être sûr que le télescope n'a pas de problème. Mais en réalité, probablement qu'il ne passera pas la ligne rouge, mais moi je veux être sûr de ne pas perdre du temps avec vous, de pouvoir tout de suite, parce que s'il faut rouvrir le télescope, ça prend un quart d'heure. Alors, les premières images arrivent, on va reloader l'image, voilà, on la voit bien parce qu'elle a produit un petit dupe dans le nom. On va voir si on arrive encore à voir l'astéroïde. Cette fois-ci, il va être étalé, donc sa lumière va être plus difficile à voir. Alors pour ceux qui ont des bons yeux, vous pouvez essayer de voir sur l'écran. Je ne sais pas si la résolution est aussi bonne que sur mon écran ou si c'est dégradé avec le zoom. Mais donc je vais agrandir. Et vous voyez que l'objet est pile au centre de l'image. Ça, c'est parce que TRAPPIST fait... Alors voilà, on le voit très très bien. Je vais un petit peu changer ce qu'on appelle les cuts ici, hop, de l'image, noircir un petit peu l'image pour enlever cette laide réflexion de la Lune. En fait, le tube du télescope est ouvert, donc la lumière parasite de la Lune rentre assez facilement. Alors, je ne sais pas si vous voyez où est l'astéroïde. Il est en plein milieu. Cette fois-ci, on voit que les étoiles, ce sont des beaux petits points. D'accord? Belles petites étoiles bien concentrées. Par contre, au centre, hop, je zoome encore, on a le Near-Surface astéroïde. Alors, il faut savoir qu'il y a des télescopes. Regardez, voilà, on le voit, c'est assez fou. On voit qu'en 90 secondes, l'astéroïde a bougé d'une vingtaine de pixels, donc de plusieurs arcs secondes sur le ciel. On a un très bon signe, on voit que les étoiles sont bien piquées pour l'instant, donc c'est vraiment une bonne nuit. On voit l'astéroïde géocroiseur donc ici au centre de l'image. Il faut savoir que c'est comme ça véritablement que ces astéroïdes sont détectés. Il faut savoir qu'il y a toute une série de télescopes qui sont dédiés à la détection de ces astéroïdes géocroiseurs. Le travail de TRAPPIST, ce n'est pas de trouver de nouveaux astéroïdes comme par exemple à Lukainden, nos voisins du télescope MOSS, dont Zouer a parlé tout à l'heure, Claudine Riner et Michel Horry, qui sont des amateurs très éclairés qui ont détecté des centaines d'astéroïdes et qui en ont nommé de très nombreux, et notamment aussi trouvé quelques comètes, dont une comète qui a été nommée Lukainden, en référence à l'observatoire. Et donc, il y a un petit peu partout sur la Terre, c'est généralement de petits télescopes, au maximum de 1 mètre de diamètre, mais ceux-là sont rares, c'est plutôt des télescopes de 50 cm de diamètre, plus deux gros à Hawaï qui s'appellent les Pan-STARRS, de pratiquement 2 mètres de diamètre, qui
c'est 1,2 m les Pan-STARRS plutôt, qui cherchent des comètes et des astéroïdes et qui ont des champs énormes, des champs de vue énormes pour collecter un maximum, détecter un maximum d'astéroïdes potentiellement dangereux, bien sûr, et essayer d'avoir un maximum de détection. Donc là, je vais, peut-être qu'on peut, attendez, peut-être qu'on peut poser quelques questions, si vous voulez, avant que je ne repasse à l'explication de cet astéroïde et de cette orbite. Oui,